la saison, elle est remplie à 50% en termes d'objectifs. À savoir qu'on souhaitait cette saison avoir un maintien confortable, chose qu'on a acquise en se maintenant à 4-5 matchs de la fin. Donc ça, d'un point de vue National 1 devenant Ligue 3 professionnelle, on peut dire qu'on est dans les objectifs. Les autres 50% où on l'est moins, c'est notre élimination en Coupe de France, qui a fait un petit peu grincer des dents parce qu'on est sorti au premier tour contre une équipe de R2. Alors certes, dans un scénario, on n'a pas perdu le match, mais c'est les pénaltys avec cette nouvelle formule maintenant, c'est aussi une chance donnée aux équipes un peu plus faibles d'aller jusqu'au pénalty pour sortir des plus gros. Donc ça reste quand même en travers de la gorge du président, des suiveurs, des partenaires et puis même des joueurs et du staff parce qu'on n'a pas bien vécu cette période. Sinon, globalement, voilà, pour le reste, on a eu une reconstruction d'effectifs encore importante. C'était pas forcément la volonté du club, mais c'est dans les mécanismes, on pourra peut-être revenir après dessus. Ça fait partie des mécanismes du club d'avoir des joueurs sollicités et qui malheureusement s'inscrivent pas autant qu'on aimerait au club en termes de durée. Donc voilà un petit peu pour répondre à ta question sur le bilan de cette saison. Je pense que l'élément central du bilan de mi-saison, c'est qu'on est quand même dans un circuit court avec le président, Maxime Gonalon, Fabien Pujol, avec qui j'ai travaillé dans un autre club, et la commission sportive. Il n'y a pas trop de personnes qui donnent leur avis, donc on a fait un bilan assez froid, sincère et concret entre nous de peut-être ce qui nous manquait sur les 6 premiers mois. Et à partir du moment où tout le monde reconnaît qu'il aurait pu faire mieux à son niveau d'implication, on s'est dit qu'effectivement il y avait des axes d'amélioration de l'effectif. On a fait le constat des 6 premiers mois et de là où on pouvait, où on devait s'améliorer. Et le travail de la commission sportive et le mien aussi, c'est d'avoir une base de données de joueurs qui sont suivis toute l'année. Et quand on a la possibilité de s'améliorer, parce qu'on a concrètement des joueurs qui tout de suite, dès début 2026, peuvent arriver avec de la fraîcheur mentale. Ils n'ont pas connu les premiers mois de l'équipe. Et puis aussi, ils ont des parcours de joueurs qui font que ils ont la nécessité, eux, de se montrer et d'apporter au FCVB. Donc c'était le cas d'un Mathis Toureau, par exemple, puisque tu l'as cité, qui jouait très peu en Ligue 2. Il avait déjà failli venir un an auparavant. Puis finalement, il était parti en prêt au Mans. Donc il y avait déjà un contact humain qui avait été établi. Le joueur connaissait le club, on connaissait ses caractéristiques. Donc un petit peu à l'image aussi de Sabi, qui avait fait 6 mois du Tonnerre à Avranches, même si son arrivée a été un petit peu longue d'un point de vue administratif avec tout ce qu'on a connu comme remous le concernant. Malik Assef, j'en parle pas, c'était le joueur de Fabien Pujol, son capitaine à Gol FC. Donc là, on a gagné un joueur et aussi quelqu'un qui, dans le vestiaire, a impacté le groupe tout de suite et a emmené les gens avec son énergie, avec tout ce qu'il déploie. Donc ça, c'est des renforts très impactants. Et puis derrière, je pense que même si les 2 arrières droits n'avaient pas démérité, on avait la possibilité de faire un Brian Bayeye qui sortait de 6 mois sans club, qui sortait du Torino. Grosse plus-value pour nous. On n'a pas trop hésité. On savait qu'en l'additionnant sur le côté droit à Marvin Chiboibois, qui lui aussi n'avait pas de club et qui avait fait la reprise avec nous, on l'avait mis dans le groupe pendant la prépa. C'était aussi pour nous voir dans quel état physique il était. Ces 2 renforts-là sur le côté droit de la défense, plus l'impact offensif des joueurs, on peut dire qu'on s'est peut-être moins trompé en hiver qu'en été. Il a été opéré dans les jours qui ont suivi sa malheureuse blessure à Caen. Il était présent avec ses béquilles à Bourg pour le derby. Il a été partie prenante de la fin de saison, pas sur le terrain, mais dans le rôle qui est le sien en dehors, en étant là à encourager les gars et en étant le relais aussi du staff. Donc on va essayer d'en tirer le positif et se dire que ça sera encore certainement une recrue lors de la saison 26-27. Ça sera peut-être une recrue hivernale parce que ça devrait correspondre à son moment de reprise sur les terrains où il sera pas loin d'être à 100%. Donc voilà, Malik sera avec nous et on l'accompagne autant que lui nous accompagne. En plus, c'est d'actualité puisqu'avec la victoire de ce week-end de la réserve contre Vaux-en-Velin, on peut imaginer au vu du jeu des descentes que normalement, peu importe le dernier résultat, elle va repartir pour un tour en R1, championnat difficile en région Rhône-Alpes. Mais oui, le fait que plusieurs joueurs à l'image de Seydou Ouedraogo, Lenny Djouad, Gédéon Mbala, je dois en oublier aussi Yacine Sofiane, des joueurs qui ont eu du temps de jeu
c'est-à-dire qu'ils ne sont pas montés dans le bus, ils ont eu du temps de jeu, ils ont été sur le terrain plusieurs fois cette saison. Ça récompense un petit peu la stratégie et la politique mise en place par le club il y a quelques années, qui était de miser sur la formation, qui était d'avoir une équipe réserve qui pour moi est dans le même fonctionnement qu'une réserve professionnelle d'un club professionnel, en s'entraînant tous les matins avec un staff hyper compétent et complet. Donc cette stratégie-là, elle va faire en sorte dans les années à venir qu'on ait, je pense, quelques Caladois ou néo-Caladois avec un vrai historique et un respect, un amour du blason qui vont insuffler quelque chose dans l'état d'esprit de l'équipe, et j'espère que les gens qui viendront au stade ressentiront que cette stratégie, elle fait que on a des joueurs qui ont un vrai amour pour le club. Je pense qu'une des grandes qualités du coach, c'est son management. Donc il a su laisser une place tout en ayant des directives assez précises pour chaque membre du staff et en fonction de ses attributions. Baptiste sur les gardiens, les coups de pied arrêtés, Benjamin Lazaro sur la vidéo, Raphaël sur tout ce qui était la performance physique, la préparation physique, et Nils aussi sur la réathlétisation. Thomas Banette qui était aussi avec moi et Benjamin Lazaro sur la vidéo. Donc effectivement il a managé tout ça et on sent quand même aussi qu'il a du vécu. Ça fait 21 ans qu'il coach dans des divisions différentes. Donc il a eu aussi, comme on a pu l'avoir et comme l'ont tous les coachs dans chaque saison, quelques tempêtes à un moment donné ou quelques moments plus difficiles. Donc il a su remobiliser le staff et les joueurs et on bénéficie quand même aujourd'hui de son expérience à ce niveau-là. C'est quand même un coach qui a de la bouteille et qui connaît aussi, qui je pense connaît bien les clubs comme un club comme Villefranche. Ça matche bien dans ça, quoi. Un mercato FCVB, j'en ai fait plusieurs maintenant, c'est très formateur parce qu'on a des envies, des souhaits qui sont généralement très alignés, encore plus cette saison avec la commission sportive, Maxime Gonalon, le président et le coach. Malgré tout, il y a une part très forte d'inconnu et des fois entre ce qu'on a imaginé qu'il allait se passer et ce qui se passe, en termes de joueurs à conserver ou de joueurs qu'on souhaite faire venir. Des garçons, des joueurs qui dans un moment de leur carrière ont compris que Villefranche était un club sérieux, convivial, familial, qui n'avait pas de problème financier et qui pouvait mettre au cœur du projet le plaisir de jouer au foot. Ces garçons-là, ça va leur parler, un projet comme Villefranche. Après, bien entendu, aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est aussi l'aspect financier. Il t'aura pas échappé que Dijon-Sochaux qui monte, c'était peut-être les plus gros budgets, avec les joueurs les mieux payés. Et finalement, quand même, dans le football aujourd'hui, même si tu as des exemples d'une équipe comme Le Puy, qui a été très haut pendant un bon moment, qui surfait sur une dynamique d'un club qui peut aussi ressembler dans les valeurs que je t'ai décrites au FCVB, donc eux, ils ont réussi à faire ça. Aujourd'hui, voilà, il y a ce qu'on aimerait faire en termes de possibilités de joueurs à conserver, à faire venir. Et puis, il y a ce qu'on peut faire. Avec l'actualité du moment, tu as vu hier qu'on a validé un premier joueur. Lui, pour le coup, on a ressenti intellectuellement que c'était un garçon qui a totalement compris là où il mettait les pieds, qu'il a besoin de la sportivité et d'ambition et d'objectifs sportifs importants, mais il a besoin d'autres choses à côté, de tout ce que peut apporter le club sur les à côté que je viens de te décrire. Donc lui, pour le coup, ça match. Il y en a pour qui c'est plus le financier, la sécurité, un peu moins tout ce que je t'ai décrit en termes d'atmosphère club, eux ça va être peut-être un peu plus dur. Et puis voilà, nous, notre créneau, notre modèle économique, il comporte toujours une part d'inconnu. Je peux pas aller voir le président et lui dire écoutez, c'est sûr président, là j'ai vu un joueur en N3, en N2, ce qu'il a fait en N3, en N2, il va venir, il va le faire ici, ça va marcher, on va le vendre 300 000 €. Je sais pas. J'essaye de limiter les risques en prenant plein de facteurs en compte, mais il y a quand même une part d'incertitude, c'est ce qui fait que le football c'est beau. C'est ce qui fait qu'un joueur, il va venir à Villefranche, il va cartonner, il va aller à Bourg, qui a un club à côté à 50 km, ça va pas marcher. C'est des histoires de contexte qu'on maîtrise pas. Donc voilà, aujourd'hui, on a l'obligation d'aller chercher des joueurs qui ont faim, qui viennent d'en dessous, qui sont abordables financièrement. Mais il faut aussi que les sympathisants du club se disent que quand on change 15 joueurs et que 12 sur 15 joueurs sont des garçons qui n'ont jamais joué en N1, les 12, ils vont pas tout de suite du premier coup être des joueurs aguerris de la N1, il y en aura, ça va être des échecs. Et il faut le comprendre, il faut l'admettre. Donc voilà, on aborde cette période de mercato très sereinement, dans le dialogue et avec tous les gens qui composent le choix et les décisions finales de recrutement, quoi.
par son aspect compétiteur, par son aspect boudeur quand il gagne pas le petit jeu à l'entraînement, mais ce qu'il arrive aussi à faire rejaillir aux autres en termes de haine de la défaite, numéro 1, Sullivan Péan. Clairement, voilà, faut pas être dans son équipe quand il perd un petit jeu à l'entraînement, et c'est quelqu'un qui emmène tout le monde par sa haine de la défaite, très grand professionnel, très grand compétiteur. Après, sur le côté un petit peu joie de vivre, j'en ai deux en tête, je pense à Baba Carley et Mathis Touot, qui sont des joueurs importants, des joueurs offensifs, créatifs, donc ils peuvent être aussi créatifs dans leur façon de vivre dans un vestiaire et d'amener de la joie, du chant, de la danse et tout ce qu'on connaît dans un vestiaire. Donc ces deux garçons-là, ouais, ils ont été très importants aussi par leur insouciance, leur légèreté et leur envie de vraiment prendre du plaisir brut sur l'aspect foot. On joue au foot, les gars, faut qu'on tente des dribbles, des frappes, faut qu'on s'amuse, ça c'est important quand même. Le meilleur moment de la saison, je dirais la série de victoires début 2026. Après le match contre Versailles, je crois qu'on fait 3 à la suite. Dans le subconscient de chacun, on sent quand même que là, ça y est, on fait quand même un écart conséquent avec les premiers relégués. On sent aussi en termes de jeu, de contenu, qu'on est solide, que c'est difficile de jouer contre nous, qu'on s'est renforcé avec des armes offensives. Donc là, je pense qu'on a un espèce de déblocage psychologique, on se dit, ah là, ça y est. Là, je pense qu'on a fait ce qu'il fallait pour pérenniser le club. Donc j'ai bien aimé la victoire contre Versailles, la fête qui a suivi dans le vestiaire avec le prez et tous les partenaires. Donc ça, c'est un moment important. Comme la période actuelle, sans faire de transition, elle est super importante parce que le fait de bien recruter actuellement, ça va aussi faire qu'on va être dans une partie du tableau en bas, au milieu, en haut. Là se jouent aussi des choses importantes dans les heures qui arrivent et qui passent, quoi, effectivement. A contrario, le pire moment ? Ouais, la Coupe de France. La Coupe de France, elle est... Allez, le premier derby sur le dernier match de l'année 2025 à Chouffet, parce que c'est un scénario de match quand tu as joué un peu au foot où, sans donner de leçons, tu le sens venir, c'est-à-dire qu'on a le ballon, ils sont pas bien, eux, ils défendent très bas, ils tentent rien, ils font pas 3 passes, et puis ils nous mettent un contre, et nous on a l'impression qu'on peut jouer 3 jours, qu'on mettra pas de but, et là il y a tout le monde au stade qui... Putain, cette année on va encore repartir dans un truc, donc ça c'est pas un bon souvenir. Et puis la Coupe de France, t'as un peu aussi un sentiment de honte parce que moi j'essaye le plus possible de retranscrire l'histoire de Philippe Terrier au FCVB qui prend la présidence du club après un match en Coupe de France contre Saint-Etienne perdu avec un scénario exceptionnel, les pénaltys. Donc j'étais là aussi quand on est monté avec Alain Pochat, qu'on a emmené 22 000 personnes, t'étais là aussi au Groupama. Donc je connais aussi le rapport des gens du club avec la Coupe de France. Il n'est pas facile à expliquer, à retranscrire à des joueurs qui arrivent, qui n'ont pas cette historique-là. Donc on va tâcher encore cette année de leur faire prendre conscience de ça. Mais c'est vrai qu'en ayant dit tout ça, se faire sortir par une équipe inférieure au premier tour, ouais, tu passes pas des bons moments dans les jours qui suivent, ouais, je te le confirme. Si tu me le permets, je vais parler d'emblée, pour plus en parler après, du point un petit peu négatif, même si on va découvrir, donc c'est quelque chose qu'on prévoit, qu'on imagine. Peut-être que ça va se passer totalement différemment, mais nous, là où on a un petit peu peur et où on a été force de proposition pour essayer de ne pas bouger les horaires de match, ça va être une grosse inconnue quand tu as joué un samedi à 15h et que le modèle économique avec tout ce qu'il y avait autour du match que Gaëtan et Philippe avaient mis en place autour du match le vendredi soir avec les partenaires, avec l'avant-match, le pendant, la mi-temps, l'après-match, c'était une vraie économie tirée de ces matchs le vendredi soir. Là, en termes de disponibilité, le samedi 15h, nos bénévoles, nos jeunes joueurs, les parents de nos jeunes joueurs jouent. Donc nous, on a une grosse inconnue par rapport à ça. Et on peut peut-être même lancer un appel en disant qu'on aura autant besoin le samedi à 15h de nos supporters et des suiveurs du FCVB que c'était le cas auparavant. Donc on va voir ça. Maintenant, pour tout le reste, je pense que c'est très positif. Techniquement, d'avoir 18 joueurs et plus 16 avec un deuxième gardien sur la feuille de match, ça ouvre la possibilité à plus de joueurs de faire partie du groupe.
au coach de ne pas se poser la question comme le faisaient beaucoup d'équipes, gardiens ou pas gardiens. La visibilité en étant diffusée à la télé, forcément que là aussi, pour tous les acteurs du football et de la Ligue 3, c'est quelque chose de positif, de bénéfique. Les petites règles qui sont là aussi au stade de l'expérimentation par rapport à une utilisation de la VAR par un quatrième arbitre sur des éléments du match, on n'en sait pas trop encore, mais on pense que ça peut peut-être lever quelques injustices ressenties pendant des matchs sur un penalty, un carton rouge, un ballon rentré, pas rentré. Là aussi, je pense qu'on va quand même être en avancée. On peut se dire qu'il y a la Ligue 3, il y a la VAR en Ligue 3, alors qu'on l'a pas en Ligue 2 en France quand même. Donc voilà, aujourd'hui, on est très impatient de rentrer dans cette Ligue 3, très impatient d'y voir les nouveautés contractuelles, les nouveautés infrastructurelles, et puis les beaux joueurs qui vont faire que, comme chaque année, que cette division elle va être très très agréable à suivre. Moi, je leur dirais de ne pas changer, de continuer à être excessif dans leur... quand on gagne, de continuer à être excessif quand on perd et à m'engueuler, me demander pourquoi lui il n'a pas marqué, il n'a pas été bon. Et à l'inverse, d'être tellement heureux quand on a gagné, alors que des fois on a fait des matchs qui n'étaient pas... Mais le 1-0 pour nous et le 1-0 contre nous, j'ai des gens qui sont totalement différents dans leur façon de voir et de fêter un match. Voilà, je veux dire, faut le comprendre, faut l'admettre. Sans tous ces partenaires, sans tous ces bénévoles, sans tous ces gens qui vont nous engueuler quand on n'a pas bien joué ou quand un joueur n'est pas terrible, mais qui vont aussi être hyper contents quand on est à l'inverse sur un cas positif, on serait peut-être pas là, et c'est le football en fait, faut l'accepter. Donc moi je leur dirais de continuer à nous adorer et puis à nous secouer quand on est un peu moins bien. Donc on va leur donner tous rendez-vous. Ouais, on fera passer des informations prochainement sur le site du club et puis à travers les médias comme toi sur la période, le programme estival des matchs amicaux. Il y a des matchs sympas contre des Ligue 2, il y a des matchs aussi à domicile, pas trop loin dans le coin. Donc voilà, les informations mercato, les informations des matchs amicaux, les départs, les arrivées, le club communique et ne cache rien. Donc bien sûr que ça s'arrête jamais, il y aura plein d'informations à prendre dans les jours à venir. Pas de vacances? Non, les vacances, j'en ai pris une semaine au mois d'avril. Là, jusqu'à cet hiver, pas de vacances parce qu'on a nos jeunes, parce qu'on a des joueurs qui vont arriver et qu'il faut que la mayonnaise prenne et voilà. Merci Edouard. Avec grand plaisir, merci à toi.